Bonjour et bienvenue à cette émission culturelle l'ITV, l'e-culture, et qui reçoit aujourd'hui, après l'artiste de talent Zouloumbey, l'e-culture qui reçoit aujourd'hui Mohamed Koulibaly, écrivain, auteur du roman qui était un essai philosophique dans l'écriture, mais il a transformé cet essai philosophique en roman, La Cité d'Atlantide. Et Mohamed Koulibaly va nous parler, on va le provoquer tout à l'heure, du contenu de son ouvrage de réflexion, d'orientation, et en citant l'Antiquité, les philosophes des temps modernes, les philosophes comme Rousseau, entre autres. Et nous recevons également un grand collectionneur d'art, passionné de l'art africain, David Brolier, suisse, genevois, et qui est un collectionneur d'art et qui fréquente les artistes sénégalais dont il admire le talent et les musées à travers le monde, et qui contribue à la promotion de l'art africain de manière générale et de l'art sénégalais en particulier. David Brolier qui va nous parler du marché de l'art en tant que tel, et également des perspectives, et il prépare également la biennale en invitant des artistes d'horizons divers. Et nous allons commencer d'abord par la réflexion, et l'art c'est la réflexion également, c'est des expressions. Nous commençons par Mohamed Koulibaly. Mohamed Koulibaly, pour vous provoquer, quelle est ta formation? Qui est Mohamed Koulibaly? Monsieur Sissi Alassane, déjà permettez-moi de vous remercier de m'avoir reçu sur votre plateau. Également, de partager ce plateau avec David Brolier, un artiste suisse collectionneur d'art. Et pour répondre à votre question, je dirais que ça a été un piège pour la plupart des hommes d'être spécialistes dans un domaine précis. Parce que quand on se dit spécialiste, pour la plupart, on considère l'objet d'étude à partir de sa spécialisation. Par exemple, si on vous présente un portable et que vous êtes médecin, vous considérez le portable avec le regard d'un médecin. Et là, vous direz que le portable influe sur le cerveau, le portable crée des maladies, ainsi de suite. Et si vous regardez le portable sous l'angle d'un mathématicien, là, vous direz que le portable, en fait, crée des influences électromagnétiques, ainsi de suite. Et si vous regardez le portable sous le regard d'un sociologue, et là, vous direz que le portable a créé une dislocation des familles, le portable a favorisé l'individualisme, chacun est dans son petit coin, il n'y a plus de communication du fait du portable. Donc, je dirais, comme vous me taquinez, en me demandant quelle est ma spécialité, là, je dirais que c'est un piège dans lequel beaucoup de gens sont tombés, principalement de nos jours. Parce que si vous regardez bien, dans l'Antiquité, les Socrates, les Hippocrates, les Euclide, les Thalès et beaucoup d'autres n'étaient pas spécialistes dans un seul domaine. Ils étaient à la fois médecins, astrologues, physiciens, dans beaucoup d'autres domaines. Donc, ils n'étaient pas spécialistes dans un domaine précis. Et cette spécialisation a en fait étriqué le regard sous un angle précis. Donc, quand on considère un objet, il faut considérer l'objet sous ses diverses facettes. Okay. Si vous me demandez quelle est ma spécialité et que je vous réponds, là, vous me regarderez sous l'angle de ma spécialisation. Pour l'instant, je voudrais revenir, comme cela se passe présentement au XXIe siècle, être spécialiste dans un seul domaine constitue de nos jours un handicap. Parce que si vous êtes médecin
ou bien si vous êtes ingénieur, ou bien si vous êtes architecte, ou bien si vous êtes sociologue, de nos jours, il vous sera très difficile de trouver un emploi. Parce qu'en plus d'être sociologue, d'être médecin, d'être architecte, d'être ingénieur, il vous faut en même temps être informaticien et d'avoir connaissance dans d'autres domaines pour pouvoir être opérationnel dans le milieu de l'emploi et du travail. C'est pourquoi je préconise, au lieu de connaître beaucoup dans peu, de connaître peu dans beaucoup. Donc d'être transversal et d'avoir un savoir éclectique. Oui, mais dans ce domaine, je pense à Cheikh Anta Diop, qui a eu des diplômes de physique, donc sciences, de philosophie, et je pense aussi même à Abdoulaye Wade, qui a des diplômes de droit et d'économie, et à un autre Sénégalais, Omar Dioum, qui est un disciple de Cheikh Anta Diop, qui est physicien, mathématicien, et également écrivain, romancier. Et c'est lui qui a écrit un livre sur les inventeurs noirs. Donc, cela veut dire qu'il faut une approche holistique. Il faut que l'individu puisse être plus ou moins complet. Donc, c'est ça la nouvelle donne. C'est ça que vous voulez prôner au moment où, actuellement, dans le monde contemporain, c'est la spécialisation pointue dans un domaine bien précis. Effectivement. Et vous voulez bousculer les donnes. Effectivement, je veux bousculer les donnes. C'est un challenge. Parce que comme vous savez, comme j'ai à le dire, dans l'Antiquité, c'était le savoir de la totalité et la totalité du savoir. On connaissait beaucoup d'un peu. Et si vous regardez bien, de nos jours, au XXIe siècle, il est bon, il est recommandé, peut-être même nécessaire, d'avoir une approche holistique des choses. Ouais. Là, bon, pour répondre à votre question en passant, je dirais que je suis juriste de formation. Mais dès l'instant que je vous dis que je suis juriste de formation, vous me regardez en tant que juriste. Et là, déjà, vous avez un regard biaisé par rapport à mon approche des choses. C'est pourquoi, pour la plupart, dans le cadre des débats, quand j'entends un journaliste demander à quelqu'un de quelle spécialité, là, c'est un risque de cantonnement de l'invité dans un secteur donné. Or, il est bon de nos jours d'être transversal, de connaître beaucoup d'emplois et de pouvoir répondre dans beaucoup de domaines. Alors, Alassane, si vous permettez, notre ami Mohamed Koulibaly, dans le domaine de l'art contemporain, de plus en plus d'artistes sont transversaux. Par exemple, Cheikha de Sigil de la Médina est un sculpteur, est un peintre. Ils ont plusieurs casquettes dans leur expression et dans leur travail. Et il y en a bien d'autres. Je crois qu'aujourd'hui, ce côté spécialisation va peut-être évoluer vers un éventail beaucoup plus large. Et ce que dit notre ami Mohamed Koulibaly semble être très juste et très intéressant. On était dans un monde spécialisé et maintenant on se rend compte que d'abord l'être humain utilise que 10 à 15% de ses facultés intellectuelles. Donc nous avons un cerveau extraordinairement riche. Utilisons-le. Absolument. On a les moyens de faire des choses fantastiques, faisons-le. Donc je suis tout à fait d'accord. Et dans le domaine de l'art, il y a aussi une évolution, et je reviendrai là-dessus, mais je pense que vous avez raison. On va vers une transversalité beaucoup plus importante. Absolument. Vers l'audiovisuel. Vers l'audiovisuel. Tous ces artistes qui sont en même temps dans le cinéma et en même temps dans le documentaire, et qui après se découvrent des envies de faire d'autres choses. C'est fou, le monde évolue beaucoup plus vite. Absolument. Donc vous confortez les arguments de Mohamed Koulibaly. Parce que si on pense à Modou Dieng, qui est dans les vidéos, qui est dans la peinture, celui-ci c'est Oudibi qui est dans la peinture et dans la sculpture. Effectivement, mais bien sûr. Le défunt Narulo, qui a commencé par la peinture, même la photographie, le maraflage, ensuite vers la sculpture. Mais je pense que la jeune génération va nous ouvrir des horizons et va nous ouvrir des mondes très différents. Les jeunes sont très ouverts aux multifacettes de l'art et de l'expression artistique. Absolument. C'est très enrichissant. Absolument. Et la cité d'Atlantide, donc c'est votre premier ouvrage, est édité par les éditions Maguilène du président Aline Badara Beye, par ailleurs président de l'association des écrivains du Sénégal, et préfacé par l'expert judiciaire Abdoulaye Diouf.
la cité d'Atlantique, c'est une réflexion globale sur même, on peut même traverser sur la révolution industrielle et ensuite on assiste à une autre révolution technologique et le monde a suivi un processus. Effectivement, quel est votre regard? Déjà, je tiens à remercier le doyen Alioune Badara Bèye, qui est un doyen très respecté dans le milieu culturel. Et quand il a eu à lire mon ouvrage, il s'est dit très séduit. Vraiment m'a dit que j'ai eu à lire plus d'une centaine de manuscrits, mais le vôtre m'a fasciné. Et je tiens à l'hériter. Et pour cette raison, je tiens ici à le remercier très vivement. Ensuite, Abdoulaye Diouf, expert judiciaire, très respecté lui aussi, est vraiment très généreux en matière de savoir, a tenu à rédiger la préface de l'ouvrage. Et cela dit, la cité d'Atlantide a été pour moi un prétexte. Parce que si vous regardez bien, la cité d'Atlantide a eu à entraîner un certain nombre de recherches, un certain nombre d'études faites par de grands penseurs, de grands scientifiques, déjà pour chercher sa localisation. Platon a eu à parler de cette cité, aujourd'hui qui est disparue, et dont on ne parvient pas jusqu'à nos jours à savoir où est-ce qu'elle se situait à l'époque. Et là, j'ai eu à comparer cette cité d'Atlantide avec Rome, l'Empire romain. Et là, j'ai dit que la disparition de Rome n'est pas à rechercher dans l'irrédentisme de ces provinces, encore moins dans le soulèvement, dans la révolte plutôt, des Spartiates. Mais la disparition de Rome est plutôt à rechercher dans la dissolution de ses mœurs, dans la concussion et la concupiscence. Et là, je suis remonté dans l'histoire pour revenir jusqu'au XVIIIe siècle, qui coïncide avec l'avènement de la révolution industrielle. Et de l'Antiquité à la révolution industrielle, nous avons remarqué qu'il y avait une alliance entre le monde spirituel, en l'occurrence l'Église, et le monde temporel, la royauté. Et vous avez certainement étudié, et vous savez peut-être mieux que moi, que les rois, à cette époque, étaient intronisés par l'Église. L'Église, absolument, oui, oui. Et cela a fait que, au cours de l'histoire, toutes les erreurs, toutes les fautes commises par le pouvoir temporel, en fait, ont été partagées par le pouvoir spirituel, l'Église. C'est pourquoi les peuples en ont voulu autant au roi qu'à l'Église. C'est pourquoi au XVIIIe siècle, les penseurs, dans leur thèse, ont opéré une séparation du pouvoir temporel du pouvoir spirituel. D'où la laïcité. La notion de laïcité. De laïcité, absolument. Et là, on a appelé cette époque, ce siècle, le siècle des Lumières. Des Lumières. Et moi, j'appelais ce siècle le siècle des ténèbres. Des ténèbres. Donc vous dites le contraire. C'est le siècle des ténèbres. Parce qu'on ne peut pas vivre en société sans avoir un minimum de morale. La plupart, je regarde, je remarque dans le cadre des débats que certains politiques disent souvent non, il faut séparer la morale de la politique, ça ne va pas de pair, mais je leur dis non. Sinon, pourquoi est-ce qu'on a institué l'enquête de moralité à certaines fonctions publiques? Absolument. Donc, pour dire que la moralité est bien impliquée dans la vie sociale. Donc, en séparant le spirituel du temporel, l'humanité du XVIIIe siècle a commis une erreur majeure. Et cela même, de nos jours, a donné lieu à l'avènement de ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte fondent leur intervention principalement au niveau de la morale.
N'est-ce pas? Oui. C'est pour dire que nous en sommes aujourd'hui à solliciter une moralisation de l'action politique, de l'action publique. Absolument. Certains souvent disent qu'on ne doit pas s'intéresser à la vie privée d'un homme politique, même s'il a des compétences avérées, s'il mène une vie dissolue, s'il a des mœurs légères, cela n'influe pas sur sa gestion publique, je leur ai dit non. Oui. En plus d'une compétence dans un domaine précis, il lui faut avoir une bonne moralité. Oui. Voilà, moi par rapport à M. Coulibaly, j'avoue que je ne parle pas trop de religion, par contre je parle d'être un exemple. Et pour moi, un homme politique, un président, un homme de responsabilité, un premier ministre doit être un exemple. Oui. Et sa vie privée... Un exemple, un modèle. Voilà, et un modèle. Donc pour une moi, référence. Sa vie privée fait partie Absolument. de sa tâche et de sa casquette en tant qu'engagé dans un mandat politique vis-à-vis d'un peuple. Et ça, pour moi, je suis beaucoup plus strict. Je ne parle pas trop de religion. La religion, c'est très complexe, c'est très compliqué. Et je suis pour une laïcité extrêmement importante pour moi, qu'on puisse exercer et faire dans sa foi et sa religion ou ses croyances, vivre comme on a envie de vivre. Et le Sénégal est vraiment un bon exemple d'une laïcité entre les catholiques en minorité, les non-catholiques qui restent, les animistes, etc., et puis la majorité des musulmans. Et donc ça, je pense que pour moi, c'est très important. Le jour où un régime me dit on n'est plus laïque, alors à ce moment-là, pour moi, ça n'est pas compatible avec ma connaissance et mon respect de la démocratie. Pour moi, la démocratie, c'est la laïcité. Oui. Vous partagez son argument sur la morale et la politique. Ça doit aller de pair. C'est ça. Oui. Bah, c'est juste pour vous rassurer. Je suis d'accord avec la morale. Pour vous rassurer, je vous dirais, on peut être spirituel sans être religieux. Tout à fait. Ah, très important. On peut être spirituel sans être religieux. Oui, oui. Voyez-vous, il y a des athées spirituels. Exactement. Voyez-vous, exactement. Parfois, vous remarquez, il y a des athées qui sont dans la méditation, dans le yoga. Donc, ils essaient de façon spirituelle de retrouver leur pleine conscience et leur façon de vivre en société. Et là, ils ne sont pas religieux. Exactement. Donc, la spiritualité n'implique pas une religiosité. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Mohamed, parce que pour moi, on peut être dans la méditation sans être religieux et ne pas croire en quelque chose, croire en Dieu. On peut croire en une superpuissance, en autre chose, à la nature, une intelligence supérieure, à des intelligences supérieures. Là, je vous rassure. C'est très important. Deuxièmement, la laïcité a été définie de façon exclusive. Et là, c'est une erreur, en fait, qui a entraîné un rejet de la laïcité. La laïcité, ce n'est pas une exclusion de toute croyance, de tout culte. Ce n'est pas une république où il n'y a pas de culte, il n'y a pas de croyance. La laïcité doit être définie, non pas de façon exclusive, mais de façon inclusive. C'est un cadre dans lequel toutes les croyances sont autorisées. Ça, la laïcité, la définition normale, la définition fondamentale, la définition normale de la laïcité, qu'on soit musulman, chrétien, juif, athée ou animiste, on peut tous vivre dans un cadre. Et chacun pratiquant son culte dans le respect des autres. Disons la cohabitation des croyances. Si vous regardez bien, nous, on est musulmans. La cité islamique, instaurée par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, dans cette cité, il y avait des juifs, il y avait des chrétiens. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam autorisait à chaque religion de pratiquer, n'est-ce pas, selon son culte. Donc la définition qui a été faite de nos jours, autant de la laïcité que de la cité islamique, est une définition biaisée. On peut être un État islamique et accepter dans sa cité la pratique d'autres religions. D'autres religions. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait autorisé
Dans la cité islamique, la présence de juifs et de chrétiens. Donc la laïcité ne doit pas être définie de façon exclusive, mais de façon inclusive en autorisant, dans le cadre de la vie sociale, la pratique de toutes les religions. Oui. Maintenant Mohamed, pour venir à notre vie contemporaine, à notre dynamique contemporaine, on a constaté, surtout en Afrique, la faillite ou la panne des intellectuels, des penseurs, où ce sont les acteurs politiques qui prennent le dessus de la réflexion, donc figée, de la réflexion partisane, et qui ne permettent pas à l'épanouissement d'une pensée assez diverse. Et donc, l'Afrique a ces problèmes-là, surtout le Sénégal. Là, je dirais que ce n'est pas seulement le Sénégal, ce n'est pas seulement l'Afrique, mais c'est le monde entier. Okay. Parce que si vous regardez bien, au XVIIIe siècle, avec l'avènement de la révolution industrielle, tous les penseurs sont venus en appui aux hommes politiques de l'époque pour leur apporter la solution à la crise dans laquelle ils se trouvaient. C'est pourquoi je peux prendre deux penseurs, même s'il y en a plusieurs. Jean-Jacques Rousseau a proposé le contrat social. Ouais. Descartes a proposé le discours de la méthode. Donc c'est pour dire que de toute l'histoire, les hommes politiques, les dirigeants ont toujours mené leur activité accompagnés des penseurs. Les penseurs ont pour rôle de définir une vision et les politiciens, les hommes politiques ont pour rôle de mettre en pratique cette vision. Et la même révolution est en train de s'opérer au XXIe siècle. C'est pourquoi dans mon ouvrage, j'ai dit que la révolution industrielle du XVIIIe siècle, qui a entraîné des bouleversements socio-économiques et une reconfiguration même de l'ordre social, il est en train de s'opérer cette même révolution au XXIe siècle. Et nos dirigeants ne s'en rendent pas compte. En même temps que les penseurs. Si vous regardez bien en Afrique, et je dirais même que ça a commencé avec le printemps arabe, actuellement nous en sommes en Afrique occidentale, et ça va se poursuivre jusqu'en Afrique centrale, jusqu'en Afrique du Sud. C'est un mouvement de révolution. Et les penseurs de nos jours ont un rôle fondamental, ont un rôle important d'aider nos hommes politiques en leur proposant de nouvelles théories, une nouvelle façon de gouverner, une nouvelle façon d'apporter une solution pour le bien-être social, pour un mieux vivre collectif. Comme l'avaient fait au XVIIIe siècle les Jean-Jacques Rousseau, les Descartes, je dirais et beaucoup d'autres penseurs. Mais de nos jours, on se rend compte que nos penseurs-là, ils sont là, plus tirés vers la politique restrictive, locale, que vers une réflexion universelle. C'est pourquoi j'ai dit dans mon ouvrage que Descartes avait proposé à son époque une méthode de gouvernance fondée sur ce qu'on appelle le doute cartésien. J'ai dit le doute cartésien de nos jours au XXIe siècle est passé de mode. Certains me regarderaient avec les yeux écarquillés. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Je lui ai dit, mais cette logique cartésienne maintenant ne s'opère plus, entre autres, par exemple, dans la physique quantique. De même que la théorie de la relativité d'Einstein. C'est passé de mode, ça ne s'applique plus. Si vous regardez bien la physique quantique, entre autres phénomènes, si nous considérons le phénomène d'intrication, agir sur un objet qui produit le même effet avec un objet à des kilomètres de distance, là, ça ne s'explique pas par des lois de physique d'Einstein. De même avec l'effondrement de ce qu'on appelle de la structure d'onde, pour dire que par la simple conscience, on influe sur la matière, là, la loi physique ne peut pas l'expliquer.
C'est pour revenir à ce que je disais tantôt, que nos hommes politiques ont besoin de nos jours l'assistance et l'aide des penseurs pour apporter une nouvelle théorie. C'est pourquoi j'ai pris le risque, le défi de proposer une nouvelle théorie. C'est laquelle? Comme ont eu à le faire Rousseau et Descartes. Rousseau et Descartes, c'était des hommes comme vous et moi, qui à l'époque ont été face à une crise, à des questionnements majeurs, et ont proposé, je ne dis pas la vérité, mais ont proposé leur vérité. Je ne dis pas la solution, mais ont proposé leur solution. Mais moi aussi, pareillement, je ne dirais pas vouloir faire des ailes plus grandes que mon nid, mais quand même prendre le risque, moi aussi, d'élaborer une nouvelle théorie. Comme Descartes a eu à élaborer une théorie qu'il a appelée le doute cartésien. Moi, je veux élaborer de nos jours une nouvelle théorie avec l'assistance, avec l'aide de nos penseurs sénégalais, africains, peut-être même du monde, une nouvelle théorie que j'appellerai la certitude. La certitude abrahamique. La certitude abrahamique. C'est une nouvelle théorie que je voudrais remplacer par le doute cartésien pour accompagner cette nouvelle science qui est en train de prendre forme, qu'on appelle la physique quantique. Est-ce que dans votre livre, vous abordez le rôle de la culture dans la société, qui pour moi est un rôle crucial et central? La culture, sans culture, pendant cette période que nous avons vécue de manière beaucoup plus difficile, nous en Europe que vous, Dieu merci, le Covid, on nous a dit la culture n'est pas essentielle, mais moi j'étais tellement horrifié et remonté comme une horloge quand j'entendais ces bêtises. Pour moi, la culture, elle est plus qu'essentielle. La culture, c'est notre vie, c'est notre quotidien, c'est notre ami, c'est notre compagnon, c'est notre ADN, n'est-ce pas? Et ça me semble tellement important. Là, je vois que le nouveau gouvernement a nommé une ministre pour la jeunesse, la culture et le sport, qui sont des domaines extrêmement importants pour moi, bien évidemment, mais est-ce que la culture en tant que telle ne mérite pas à elle seule un dicaster pour traiter ce sujet si important qui est le sujet d'aujourd'hui? L'art contemporain, c'est l'art d'aujourd'hui, c'est l'art de notre temps. Il faut vivre avec son temps. Et je trouve que je me réjouis de parcourir votre livre parce que je trouve que vous avez des réflexions et des théories ou des pensées qui sont très, très intéressantes. Nous, on a toujours eu des grands philosophes en Europe qui nous ont accompagnés. Je ne connais pas du tout les philosophes africains, je le dis très clairement, car je ne connais pas encore l'Afrique. Je découvre l'Afrique, je suis un nouveau-né en Afrique. Mais j'ai grandi effectivement Jean-Jacques Rousseau et Genève, et nous avons le CERN, quand vous parlez de physique quantique, nous en savons quelque chose avec le CERN et tout ce qui va se passer dans l'infiniment petit, et tout ce qui va se passer encore dans les développements dans le monde de la recherche au niveau de ces choses extraordinaires que sont les ions, les protons et toutes ces choses-là. Mais au niveau de la culture, vous, etc., parce que moi, on peut parler des artistes sénégalais avec grand plaisir, mais ce débat est très intéressant, il est très intellectuel, et je suis aussi un intellectuel, donc ça m'intéresse. Oui. Dans votre nouvelle théorie, est-ce que vous avez intégré la culture, surtout les arts, d'autant plus que dans le monde, on parlait de surréalisme, etc., même au Sénégal, on parlait de l'école de Dakar, l'école de Poto-Poto. Quelle est la place donc de la culture dans votre réflexion, dans votre nouvelle théorie? Voilà, dans ma nouvelle théorie, je dirais même, parce que comme vous savez, on nous a appris à l'école de Descartes d'avoir une vision étriquée des choses, des objets d'étude. Quand on considère un objet, il ne faut pas seulement considérer l'objet, comme j'ai eu à le souligner tantôt, sous l'angle de sa spécialité. Parce que sinon, vous ne cernerez pas l'objet dans tout son contour. Et là, je dirais, pour poursuivre, que la culture peut être redéfinie comme étant la conscience collective. Ah, c'est bien ça. La culture est au début et à la fin de la vie de l'homme. Un homme sans culture est un animal. Ce qui nous différencie de l'animal, c'est la culture. Moi, je le pense. C'est ça. Très certainement. Donc, de toute l'histoire, on a eu même à quand même
établir un proverbe en disant que la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La conscience, c'est la culture. Quoi que vous puissiez faire, si vous n'êtes pas accompagné des hommes de culture, vous n'aurez pas une vision. Comme j'ai à le dire, c'est la culture, c'est les penseurs qui définissent la vision d'une société. Pour aller vers de l'avant, pour progresser, doivent établir une vision. Et moi, si je suis venu au Sénégal, c'est pour la culture. Et on enchaîne de la réflexion à la culture. David Brollier, vous êtes collectionneur d'art. Et qu'est-ce que vous a fait venir au Sénégal? D'abord, définissez le collectionneur d'art. Le collectionneur d'art contemporain, parce qu'on peut être collectionneur d'art antique, d'art ancien, d'art brut, d'art médiéval, on peut être collectionneur, la culture c'est tellement vaste, n'est-ce pas? On peut être collectionneur de beaucoup de choses. Je crois que le collectionneur c'est un amoureux. Moi je me considère comme en anglais un art lover, un amoureux de l'art, un passionné. Et puis avec le temps, eh bien cette passion se développe et on devient collectionneur parce que quand on n'a plus de place sous son lit, derrière son armoire, etc., pour mettre des œuvres d'artistes, hommes et femmes, qui nous intéressent, qui nous interpellent, moi je pense que dans la culture, et je voulais le dire, c'est important, on parlait tout à l'heure de moralité avec notre ami M. Coulibaly. Aujourd'hui, pour moi, l'artiste est la seule personne qui a le droit d'adresser tous les sujets. Pour moi, il n'y a pas de tabou. Qu'il soit religieux, qu'il soit quoi que ce soit, il n'y a pas de tabou pour moi. Pour moi, l'artiste doit nous éveiller, doit nous faire réfléchir, doit nous faire penser. Il a aussi un rôle, peut-être pas de philosophe, mais un rôle de nous dire, voilà, moi, je vais vous faire part de ce que j'ai envie de vous faire part. C'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Et je le fais par la photo, par le dessin, par le tableau, par la toile, par la sculpture, par toutes sortes de médiums possibles et imaginables. Donc pour moi, ça c'est extrêmement important de dire que pour moi, l'artiste ne doit jamais être muselé. Et comme les journalistes ne doivent jamais être muselés, je pense qu'il faut qu'il y ait des libertés dans les démocraties et les artistes font partie de ces gens qui doivent être libres d'exprimer ce qu'ils ressentent et ce qu'ils vivent et ce qu'ils veulent nous dire et le message qu'ils veulent faire passer. Et j'aime beaucoup les messages, entre guillemets, politiques de certains artistes, mais en fait, je dirais qu'en Afrique ou au Sénégal en particulier, ce sont souvent des histoires, ce sont des scènes oniriques, ce sont des choses souvent de la vie de tous les jours, comme un Fally Senso qui parle de Koloban, qui est un grand artiste de ma collection, qui est un grand talent et qui commence vraiment à être connu au niveau de l'international et je m'en réjouis. Donc tous ces artistes qui ont énormément de talent, j'essaye aussi de les accompagner pour qu'ils puissent prendre leur envol certains et pouvoir être connus au niveau international. Et j'ai vu que Ousmane Dia a exposé à la Galerie nationale d'art. Ousmane Dia a interpellé, a dénoncé certaines injustices. Et Ousmane est un artiste très politique et j'adore cet artiste qui prend des thèmes, qui défend des idées et qui va jusqu'au bout et qui a le courage de les défendre et de le dire. Sa chaise, qui est ce fameux équilibre du monde avec 4 pieds et un dossier, sa chaise elle va dans tous les sens, elle virevolte en sculpture, après c'est le cas des femmes, après c'est le cas des tirailleurs, c'est le cas des minorités, c'est le cas du racisme qui est un scandale, du côté xénophobe aussi qui est un scandale qui ne devrait pas exister. Ces artistes-là ont des messages très forts et très importants et ils doivent nous faire aussi grandir, nous. Alors je suis collectionneur, oui, mais je suis surtout passionné d'art. Et quand on a tellement d'œuvres d'art qu'on a prêtées au musée des civilisations noires, à Beaubourg, ailleurs dans le monde, etc., on est obligé de gérer sa collection parce qu'il faut faire quelque chose. Quand on est à peu près 1000 œuvres d'art, quelque chose comme ça, on ne peut pas continuer. On a une responsabilité, voilà. On a une responsabilité morale. Un peu comme Jean-Jacques Rousseau avec le contrat social, n'est-ce pas? Moi, je trouve qu'on a une responsabilité morale vis-à-vis de la création et du patrimoine. Et moi, je veux que le patrimoine, je suis un panafricaniste,
Je veux que le patrimoine africain reste en Afrique. Ça suffit de faire des expos à New York, à Londres, à Genève, à Paris, etc. Il faut que la culture africaine soit en Afrique. Et c'est pour ça que c'est très, très important. D'où votre intérêt pour la Biennale de l'art africain et la Biennale de Dakar, très importante. La première et la plus ancienne biennale du continent, ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Les archives de la Biennale sont essentielles. Tout ce travail d'archivage de toute l'histoire de ce pays, de cette jeune démocratie. Je suis des années 60, je sais ce que c'est. Je suis né dans ces indépendances, n'est-ce pas? C'est fou. Donc, et c'est là où il y a des choses extraordinaires et des talents, et il y en a des talents. Donc c'est pour ça que je suis venu pour cette culture-là et faire comprendre l'importance des talents qu'il y a, entre autres au Sénégal. Le Sénégal que je connais mieux que le reste de l'Afrique. Je connais très peu l'Afrique autre que subsaharienne. Je connais l'Afrique du Nord à l'époque. Le Maroc à l'époque de Sa Majesté Hassan II, on ne parlait pas d'Afrique. Ils étaient arabes, ils se considéraient pas africains, n'est-ce pas? Donc c'est un nouveau modus vivendi grâce à Sa Majesté le Mohamed VI, qui est très actif en Afrique, etc. Et c'est merveilleux. Oui, Mohamed VI, c'est un grand collectionneur. Il est venu à 2 reprises au Village des Arts pour acheter des œuvres. Un grand mécène. Et c'est lui qui accompagne Zulumey pour célébrer les 50 ans de pratique artistique de Zulumey. C'est important. Maintenant, pour revenir aux achats des œuvres extra, et les artistes produisent pour exprimer leurs sentiments, leurs points de vue, leurs réflexions. Mais maintenant, quel est votre regard sur est-ce que l'art nourrit son homme en Afrique, surtout au Sénégal? Quel est le marché de l'art? Est-ce qu'il est embryonnaire pour que les artistes puissent vivre davantage de leur création? Ça, c'est un point très important, Alassane. Et je pense que nous tous, Sénégalais, non Sénégalais, résidents au Sénégal ou en Afrique, nous devons respecter les artistes et faire un petit effort pour les achats d'artistes à des prix un peu plus importants, parce que c'est très difficile d'être artiste et de vivre de son art et de son talent, parce que ici les prix ne sont pas les mêmes qu'en Europe, ne sont pas les mêmes que sur le marché de l'art, etc. Si j'achète une œuvre ici d'un artiste, par exemple Darilo, un grand monsieur, un grand artiste, une grande figure, paix à son âme, Darilo, j'ai saisi des œuvres, entre guillemets, qui allaient partir pour des ventes aux enchères en Europe. Je l'ai payé à un prix normal. Ça allait partir en Europe pour être vendu 5 fois plus cher, parce qu'il n'y a pas de marché en Afrique pour acheter un Darilo au prix du marché tel qu'il est. Donc il faudrait quand même qu'il y ait soit que l'État fasse quelque chose au niveau des artistes, ou peut-être qu'il y ait une conscience de la population, des hommes et des femmes au Sénégal, que tous ces artisans, que tous ces artistes méritent qu'on les soutienne et qu'on les accompagne pour qu'ils puissent vivre de leur talent. Et c'est pour ça que moi je collectionne beaucoup et que je fais beaucoup de publicité et que je propose à mes amis collectionneurs à l'international, et que si je peux proposer dans des galeries, etc., je le fais, des artistes pour qu'ils soient promus et qu'ils puissent partir aussi, sortir du Sénégal aussi. Et pour sortir du Sénégal, il faut parler les langues, il faut parler l'anglais, le français, il faut parler les langues, parce qu'avec le Wolof, malheureusement, c'est un petit peu limité pour pouvoir s'exporter partout dans le monde. Donc il faut que ces artistes puissent avoir aussi le bagage pour pouvoir aller. Et ça, regardez ce qui se passe avec Omar Ba. Oui, Omar Ba. Regardez ce qui se passe, c'est fantastique. Avec notre ami Soli Cissé, enfin je veux dire, avec tous les exemples qu'on peut avoir, mais Omar Ba, je l'ai rencontré à Genève. Il était à l'école d'art à Genève. Oui, il y a Aline Diagne qui doit exposer à la Biennale de Venise. Qui expose à la Biennale de Venise. Et il faudrait un jour que, à la Biennale de Venise, après avoir bien stabilisé la Biennale de Dakar, il faudrait qu'à la Biennale de Venise, on ait un pavillon sénégalais. Il faudrait qu'on travaille sur un objectif d'un pavillon. Et David, on est à 1 mois de la Biennale de Dakar. La Biennale de Dakar aura lieu à partir du mois de mai. Et qu'est-ce que vous préparez pendant la Biennale? Avez-vous des artistes à exposer? Quel est votre programme pendant la Biennale de Dakar? Pour moi, mon programme, c'est de savoir exactement ce que ce nouveau gouvernement, cette nouvelle Madame ministre de la Culture va nous dire, va nous faire part comme message. C'est très important que le gouvernement prenne position, car sans gouvernement... La Biennale aura lieu.
c'est bien, oui. qu'on nous explique exactement, elle aura lieu, etc. Moi, je serai là, bien évidemment. Nous avons des invités, nous avons des gens qui vont venir. D'où? De partout, de l'Europe, de la francophonie. Moi, je défends la francophonie, donc si vous voulez, il y a beaucoup de gens de francophonie que j'ai invités, de Suisse ou d'ailleurs, des gens, des artistes, des journalistes, des collectionneurs, etc., pour qu'ils viennent comprendre l'importance de cette biennale et aussi l'importance du programme OFF. Parce que quand vous avez 350 projets dans tout le Sénégal, concentrés sur la Petite Côte et sur Dakar, ça veut dire que dans quelques années, le programme OFF, il pourra avoir des milliers de projets dans tout le Sénégal, en Casamance, dans toutes les 14 régions du pays. Et c'est là aussi que les diplomates sénégalais et les missions sénégalaises doivent parler de la Biennale de Dakar et doivent avoir une activité pendant la Biennale de Dakar pour aussi promouvoir Dakar et cette Biennale au niveau diplomatique, car je pense que l'art, c'est aussi le langage de la culture et le langage diplomatique. Donc pour moi, c'est ça. Moi, je suis là pour ça. Je suis un ambassadeur, un amoureux de la culture et de l'art contemporain africain. Et donc l'art peut aiguillonner la culture qui est un facteur de fraternisation des peuples, parce que ça me rappelle Idir de la Kabylie disait plus il y a de culture, moins il y a de conflits. Donc l'art peut contribuer à un vivre ensemble. Moi j'y crois complètement. Pour moi, la culture et l'art peuvent nous permettre de sortir de ces ornières compliquées des guerres, etc. etc. On a un langage universel. La musique est universelle. Ouais. La musique est universelle. Et toutes ces musiques du monde extraordinaires, avec tous ces talents que nous avons ici, les talents d'ailleurs, j'aimerais qu'ils se rencontrent tous pour faire un énorme concert pour le monde. Ça, c'est encore un grand rêve que j'ai, mais... Ouais. Dans le cadre des Nations Unies ou ailleurs, un grand concert avec Youssou N'Dour, avec les grands Européens, avec les grands du monde américain, etc. Pour que la musique est universelle. C'est un langage universel. On est dans un langage de paix. La culture est pour moi un langage de paix. Oui, mais au Sénégal, vous avez créé aussi la chambre de commerce suisse, non? Pour le moment, on ne sait pas très bien ce qui se passe parce qu'on a des petits soucis administratifs. Donc, ce n'est pas moi qui gère tous ces problèmes administratifs. Mais l'idée, c'est de développer les relations entre la société civile de Genève, évidemment de Suisse et du Sénégal. Étant donné que je suis aussi un ancien homme politique en Suisse, à Genève, un homme de culture. Vous étiez conseiller municipal? Voilà, à Genève. Et j'ai beaucoup défendu la culture et j'ai beaucoup travaillé dans cet esprit-là. Et j'étais dans un parti politique qui est gouvernemental aujourd'hui, qui est à Berne, avec un ministre des Affaires étrangères, avec différentes choses. Donc j'essaye aussi d'appuyer, quand je peux, faire comprendre à mes concitoyens et concitoyennes l'importance de l'Afrique et les relations que nous devons développer avec ce très beau continent et cette superbe teranga qu'est le Sénégal. Ok, et votre costume... Griffé Cheikha vous va bien, hein? Merci, Cheikha Sigil, hein, de la Médina. Sigil de la Médina. Quel talent. Ouais, ouais. Il y en a des talents comme ça. Hein. Absolument, absolument. Il y en a beaucoup de talents. Ouais. Et pour revenir à Mohamed Koulibaly, l'ouvrage, et c'est important, le livre. Produire un livre, c'est important. Parce que ça circule à travers le monde. Et donc, vos idées vont voyager à travers le monde. Vous allez échanger avec le monde par vos réflexions, etc. Mais votre réflexion, elle est universelle. C'est une bonne chose. Mais est-ce que aussi vous avez pensé à une réflexion endogène africaine? Parce que je pense à Alioune Sall Paloma qui a créé un institut du futur africain à Johannesburg, qui est dans la perspective. Et vous avez dit, la réflexion, les penseurs, les acteurs politiques doivent être accompagnés par des penseurs qui ouvrent la voie, qui font même de la perspective, ça c'est important. Et vous avez tenu compte dans votre réflexion extrêmement profonde. Effectivement, je disais, tout en répondant à votre question, de dire à M. David Brollier qu'effectivement, la culture englobe beaucoup de domaines de la vie.
Et je dirais, comme je l'ai défini tantôt, que la culture peut être associée à la conscience collective. C'est la conscience collective. Absolument. Donc, la culture n'est pas élitiste, vous avez tout à fait raison, je vous remercie de le dire. La culture doit être populaire, la culture doit être accessible à tous. La culture ne doit pas être orientée, la culture doit venir de la base, de notre legs historique, pour permettre aux dirigeants actuels de prendre une direction pour le bénéfice de la collectivité. Ça pense autant l'histoire, la musique, la sculpture, la peinture, la littérature, ainsi. Donc, la culture englobe beaucoup de domaines de la conscience collective. Encore, bon, comme je l'ai dit, au XIIe siècle, il y a une séparation du temporel et du spirituel. Et ça a en fait créé une certaine mise à l'écart de la culture, dont le rôle fondamental est d'orienter les actions politiques, de déterminer une vision vers une bonne marche vers la réalisation collective. Or, une politique sans culture, une science sans conscience, ne nous entraîne que vers un égarement. Et en séparant du temporel et du spirituel, avec la révolution industrielle, on a dit c'est le bas peuple qui a fait la révolution industrielle. Mais c'est la bourgeoisie qui en a le plus profité. Et la bourgeoisie s'est accaparée du pouvoir tout en maintenant, tout en conservant les acquis de la royauté. N'est-ce pas? Donc la révolution a eu lieu, a été faite par le bas peuple, mais c'est la bourgeoisie qui en a le plus profité. Et c'est ça, c'est un. De deux, on a privilégié, du fait même du doute cartésien, le matérialisme par rapport au spirituel. Or, le spirituel, c'est la culture. En favorisant le matérialisme, la culture en a pâti. Ah oui, absolument. Et cela a entraîné un égarement de l'humanité. Parce que si vous regardez bien de nos jours, on considère l'individu non pas en tant qu'être humain, mais en tant que consommateur, en tant qu'entité abstraite. Absolument. Donc tout est ramené en termes de profit. Oui. Et non pas en termes de valeur. Et pour remonter un tout petit peu en arrière, dans le cadre de nos différentes interventions, je peux vous souligner que au début, on élisait un chef, on élisait un dirigeant à partir de ses vertus. C'est pourquoi on a dit le premier homme qui fut roi fut un soldat. N'est-ce pas? Avant, on désignait quelqu'un pour diriger l'ensemble en fonction de ses vertus et de ses valeurs et de ses courages. N'est-ce pas? Avant, quelqu'un était dirigeant, était désigné parmi ses pairs parce qu'il avait fait montre de certaines valeurs. Ouais. Mais c'est pourquoi aujourd'hui, à la place du héros, on crée des vedettes. Maintenant, c'est lui qui fait le plus de buzz, qui est devant de la scène. Absolument. Ça, c'est le monde actuel, hein, malheureusement. C'est normal, c'est la marche inéluctable du monde, du fait les gens veulent exister. Les gens veulent le matérialisme par rapport aux valeurs. Par rapport au spirituel, sans être religieux. Oui. Je vous le souligne. Mais c'est l'audiovisuel qui a fait ça. Donc je disais avant, le rôle des médias, comme on a à le remarquer, doit être repensé. Parce que si vous regardez bien, 80% de ceux qui occupent les réseaux sociaux, les médias, n'ont pas cette qualité, n'ont pas cette compétence, n'ont pas cette valeur, n'ont pas cette légitimité. Cette rigueur, peut-être aussi. Parce que vous avez l'Internet est une forme de démocratisation de l'information. Moi-même, si vous voyez, je peux un jour poster une vidéo dans laquelle je peux émettre une opinion qui ne serait pas juste, qui ne serait pas bien pour le bien collectif. Mais, étant entendu, par exemple, qu'ici au Sénégal, 60 à 70% de la population est analphabète, facilement l'opinion peut être entraînée vers un mauvais chemin. Mais c'est ça. Donc, d'où le rôle des médias. Les médias. Donc, ça veut dire qu'il faut inverser la tendance, donner la parole
plus à des sachants que des non-sachants qui occupent l'espace public. Les non-sachants, très joliment, pour des intérêts matérialistes, au lieu de créer, de favoriser, de mettre au devant de la scène des héros du fait de leur action basée sur des vertus et des qualités, ils mettent au devant des personnes sorties de nulle part, les influenceurs, pour en faire des vedettes, les influenceurs. Donc ça aussi, c'est le rôle des médias de venir reprendre le rôle. Parce qu'en plus, dans le mot information, il y a radical, formation. Donc, informe, tout en informant, vous devez former. Absolument, bien sûr, c'est le mot formation. Mon rôle dans cet ouvrage, c'est de concilier les deux. Très bien. Le temporel et le spirituel, et venir encore vous dire, dans l'art, dans la culture, il y a deux formes de culture, il y a deux formes d'art. Il y a l'art pour amuser, l'art pour plaire, l'art pour égayer, mais aussi il y a l'art pour le progrès. Oui, absolument. L'art pour participer à la conscientisation, l'art pour apporter sa vision au bénéfice des hommes politiques. Ils doivent la mettre en pratique pour le bonheur collectif. Donc moi, je suis pour cette deuxième forme d'art, l'art pour le progrès. Ça n'empêche pas l'art pour l'art. Parce qu'après avoir bien mangé, après avoir bien travaillé, il faut s'adonner à un tout peu de loisir. Donc les deux vont de pair. Donc, et enfin, dire que, comme vous avez dit tantôt, le tour cartésien nous a créé en fait un préjudice énorme. Parce que ça nous a poussé vers ce qu'on appelle l'État unitaire. Nous avons hérité de la France, nous sommes des enfants de la France. Nous avons autant hérité de ces institutions que de ces habitudes. Et il y a ce qu'on appelle l'État-providence. Vous savez ce que c'est l'État-providence? L'État-providence, il considère le citoyen comme un incapable. L'État-providence, le citoyen n'est capable de rien. L'État-providence vous prend en charge de la naissance jusqu'au décès. De la naissance, quand vous naissez, on vous donne des allocations familiales. Il vous paye vos études, l'éducation gratuite. Quand vous finissez vos études, l'État vous embauche, vous paye par mois, vous ne faites rien par vous-même. Pas de libre entreprise. Et quand vous mourrez, on paye à votre famille la pension. Donc, de votre naissance à votre décès, vous ne vous êtes pas pris en charge. Oui. Et là, ça a un tout petit peu inhibé votre capacité de création. Donc, cette habitude que nous avons héritée de l'État-providence de la France. Il faut couper le cordon ombilical. Oui, ça nous porte préjudice. Ça nous porte préjudice. C'est pourquoi, quand je regarde au niveau de la télévision, des jeunes diplômés attendent de l'État. Absolument. Sur le don de l'emploi. Absolument. Ça, c'est les effets néfastes de l'État. Absolument. L'État, aux États-Unis, l'État a pour eux de vous former. Et quand vous finissez votre formation, libre à vous maintenant de vous réaliser personnellement. Absolument. Nous avons en Suisse l'apprentissage, qui est une méthode extraordinaire pour prendre les jeunes qui ne sont pas très scolaires, pour leur donner une base, pour pouvoir travailler et pour pouvoir avoir de quoi survivre, avoir un petit revenu, voire un revenu important quand on est compétent et quand on est bon dans son travail, et être indépendant et ne pas dépendre du système. Moi, je ne suis pas du tout pour l'État. Je suis un homme du centre qui est pour que l'État intervienne le moins possible dans notre quotidien. Mais il faut quand même que l'État ait des rôles à jouer clés pour soutenir certains secteurs clés du fonctionnement de nos vies. Mais Et le rôle de l'État, c'est de créer un cadre. Un cadre. Un arbitre. Aux États-Unis, si vous regardez bien, aux États-Unis, les fonctionnaires sont les parents pauvres. 80% à 90% de l'économie sont gérés par le secteur privé. Aux États-Unis, dire que je suis fonctionnaire, c'est de ne pas vivre comme absolument. Comme toi. Et si vous regardez bien, la plupart de ceux qui occupent les fonctions présidentielles au niveau viennent du privé. Et c'est la même en Europe. Emmanuel Macron, c'est un banquier. Donc c'est pour dire déjà, il faut que nous, penseurs, intellectuels, que nous, en fait, redéfinissions même cette façon de penser de nos citoyens. De leur inculquer cette habitude de libre entreprise, de réalisation personnelle,
Par exemple, quand je regarde nos dirigeants actuels, par exemple, dire qu'on va créer 5 000 emplois, 1 million d'emplois, 2 millions d'emplois, je dis non, ce n'est pas possible. Déjà, si vous regardez, déjà au Sénégal, on a ce handicap. Le secteur économique n'est pas formalisé. 60% de l'économie est gérée par le secteur informel. Ouais. OK? Le quotidien, gagner sa vie au quotidien. C'est le secteur informel. Donc, moi, mon rôle, c'est de booster les citoyens, de les conscientiser, de les former, de les inviter à réfléchir de la manière dont ils pourraient se comporter pour se réaliser sans rien attendre l'État. Ouais. Et pour revenir à la culture, les hommes de culture, les hommes de l'art ne doivent rien attendre de l'État. Ils doivent déjà se préparer, s'organiser, se former, s'élaborer, structurellement se formaliser et maintenant inviter l'État pour les accompagner. Absolument. Et non pas j'attends l'État qui organise, qui nous formalise, qui nous assiste, qui nous aide. Non. Allez de vous-même. Tout à fait. Il faut. Associez-vous. Nous faisons des fédérations, on peut faire des associations. Fédérez-vous. Voilà, fédérez-vous. C'est pour revenir à la théorie d'Alexis de Tocqueville dans son ouvrage intitulé « De la démocratie en Amérique ». Eh oui, tout à fait. Alexis de Tocqueville, c'est lui qui a élaboré cette vision que nous sommes en train de remarquer dans la façon de se réaliser aux États-Unis. Le rêve américain, si vous regardez bien, ça provient de la thèse élaborée par Alexis de Tocqueville dans le cadre de la démocratie directe. Donc, c'est en opposition à l'État-providence venant de la France. Donc, moi, j'inviterai nos citoyens à lire l'ouvrage d'Alexis de Tocqueville afin qu'ils puissent avoir une autre façon de penser par rapport à l'État. Mais moi, j'inviterai les Africains, le monde entier, à lire Mohamed Koulibaly dans la cité d'Atlantide, édité par les maisons d'édition Maguilène. Et là, c'est ça une façon de reformater, une façon de penser les choses et la façon de se réaliser pour le développement du Sénégal et de l'Afrique. Vivement que le monde et l'Afrique, même le Sénégal, vous entendent, hein, parce que, mais comme disait Mao Tse-tung, il faut savoir compter sur ses propres forces. Eh oui. Et effectivement, au Sénégal, l'État-providence, l'État présidentiel a fait croire aux jeunes qu'il fait toujours attendre de l'État. Il y a une expression même, on s'assoit et les choses vont marcher. C'est ça. Et quand il y a un chanteur sénégalais qui disait, même quand mon pain n'est pas bien beurré, c'est à cause du chef de l'État. Or, ce n'est pas bon. Donc, il faut qu'il y ait une rupture épistémologique de cette... Voilà. Et vous, penseurs, vous avez du pain sur la planche. J'ai du pain sur la planche, c'est un défi majeur et, que je ne pourrais pas seul relever. Mais moi, j'ai... à tous les penseurs, à tous les intellectuels du Sénégal. Moi, j'ai une question à vous poser, Mohamed Koulibaly. C'est passionnant ce que vous dites. Est-ce que vous êtes prêt, ou vous voulez rester en dehors de la sphère politique, ou est-ce que vous êtes prêt à vous engager pour défendre vos idées dans le cadre de l'arène politique, ou est-ce que vous voulez rester en dehors en tant que philosophe, penseur? C'est une question très pertinente. Vous savez, je dirais d'abord, le fait même de la situation, de la manière dont nous faisions la politique avant. La plupart des hommes de bien, les grands penseurs, les hommes honnêtes, ils avaient choisi de rester dans leur petit coin pour ne pas subir des calomnies, qualificatifs un petit peu partisans, déplacés, de certaines personnes qui n'ont ni la qualité ni le niveau. Et on dit, si les intellectuels ne font pas de la politique, les ignorants vont faire de la politique et vont venir les gouverner. À leur place, absolument. De un. De deux, je dirais aussi que je prends exemple sur nos dirigeants politiques actuels, en l'occurrence Ousmane Sonko et Diomaye. Ousmane Sonko, il a eu à mener une lutte. Et je pourrais, quand même, avant d'en venir à la conclusion, définir les 3 types de leaders. Il y a un leader qui dit, attendez-moi là, vous le peuple, je vais aller chercher l'objectif et je vous l'amène. Le bonheur, et je vous l'amène, attendez-moi là. Il y a un autre leader qui vient dire au peuple, je vous attends ici, allez-y. Quand vous aurez atteint l'objectif, je vous rejoins et je vous dirige. Il y a un 3e type de leader
qui dit allons-y ensemble vers l'objectif. Le Néophare. Quand nous arriverons ensemble. Et là, bon, Sonko a mené la lutte, a dirigé. Mais si vous regardez, bien vrai qu'on l'a empêché de se présenter, il a poussé Diomaye. C'est pour dire qu'il est dans la troisième catégorie. Il veut dire, lui et tout le monde, qu'on est ensemble. Si ce n'est pas moi, ce n'est pas important. Ce n'est pas ma personne qui est importante, mais c'est le projet. C'est le projet. Et la preuve, il a mis Diomaye au devant. Mais il aura un grand problème pour réaliser son projet s'il ne parvient pas à mettre dans la conscience collective des citoyens que c'est eux tous qui doivent se considérer, qui doivent se comporter en leader. Parce que Sonko, ce n'est pas le leader. Et il l'a répété plusieurs fois. Ce n'est pas moi qui suis important, mais c'est le projet. Lui, il a compris. Diomaye, certainement, il l'a compris. Mais un nombre restreint l'a compris. Et s'il ne parvient pas à changer l'épistémologie de la majorité des citoyens, son projet, je ne dis pas qu'il ne se réalisera pas, mais difficilement. Donc, le rôle des penseurs, pour aider Sonko et Diomaye et les autres dirigeants à réaliser le projet, c'est de participer à la conscientisation des citoyens que tous, nous sommes leaders. Parce que Sonko, il le sait, il le connaît, il le comprend. Mais est-ce que la majorité des jeunes comprend cela? Et si la majorité ne comprend pas, la majorité attendront dans cette attitude, dans ce comportement du citoyen, dans l'État-providence, attendre tout de l'État. Non, si nous attendons que Sonko réussisse, après, il va tout nous amener. Non, c'est pas comme ça. Là, Alassane, on remonte à l'Antiquité, à la Grèce antique, à l'Agora, aux réunions de la Grèce antique. On faisait des réunions avec des gens qui venaient s'exprimer. Personne, il n'y avait pas de gradation, pas de hiérarchie, etc. Dans mon roman, il y a la cité Atlantique, il y a la place Agora. Il y a la place Agora. Tous les citoyens étaient libres de venir participer aux controverses. Et les Grecs que vous citez très bien dans votre ouvrage. Dans le roman. Dans le roman, la cité de l'Atlantide. Il y a une place, parce que je me dis parfois, aussi au Sénégal, on doit quand même avoir un lieu, une place, où les grands penseurs, les universitaires, les journalistes, ceux qui ont des idées, se retrouvent pour débattre d'un sujet, diffusé à la télé. Absolument. Et là, on va aider les hommes politiques, même ça, écrire un ouvrage. Les citoyens, ce sera un moyen de conscientiser les citoyens qui suivront les débats entre les hommes de penseurs à l'image de l'Agora. Et cela va les transformer en leaders. Et ça va les conscientiser sur la responsabilité qu'ils ont de ne pas attendre de l'État. Et la fuite des cerveaux des professeurs sénégalais, ces éminences grises, ces génies que nous avons à New York, qu'on peut citer. Mamadou Diouf, Souleymane Bachir Diagne, Felwine Sarr. Ces gens-là qui ont décidé de professer, parce qu'on peut gagner sa vie forcément beaucoup mieux ailleurs qu'au Sénégal. C'est difficile. Il y a un pouvoir d'achat, il y a plein de phénomènes, et c'est ça aussi. Et tous ces gens devraient aussi conscientiser. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je pense que ça, c'est un cri de cœur. Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais très jeune, les Joe Wakam, Abbasba avaient créé Agit Art. Des moments de réflexion. Les Cheikh Ngaï Doba, les Ousmane William Bey, les Ken Bougoul, Pape Samba Khan, journaliste écrivain, avaient créé ce qu'on appelle des rencontres tank. C'est-à-dire, quelle est la réflexion, l'action, notre perception de faire des films. Par exemple, il y avait les plans américains, les modes de filmage des Américains, mais eux, il fallait une réflexion endogène pour voir comment les Africains aussi doivent avoir leur propre modèle de filmer. C'est-à-dire les plans tanks. Ça pourrait être sous forme de cercle de réflexion. Cercle de réflexion. Oui, de réflexion. Être périodique
et diffusé sur les réseaux. Absolument. Ça, c'est intéressant sur les réseaux. Beaucoup mieux que les influenceurs et que toutes vous savez, avec les réseaux sociaux, ça. Toutes les activités, toutes les interventions doivent être enregistrées, filmées absolument. Donc, il faut que les cafés littéraires, les cercles de réflexion reviennent pour pour qu'il y ait un bouillonnement d'idées. Et c'est comme ça que des pensées modernes, novatrices vont jaillir. Et surtout, si je pense toujours à l'Institut du futur africain, à Johannesburg, dirigé par un Sénégalais, Alioune Paloma, qui est un prospectiviste. Ouais. Et là-bas, il te parle de l'Afrique de 2063. Il faut qu'on anticipe. Et donc, je pense que votre appel sera entendu pour qu'il y ait beaucoup de cercles de réflexion. Hein. Et en 1996, quand j'étais journaliste à Sud Quotidien, j'avais interrogé Cheikh Hamidou Kane. En 1996, si mes souvenirs sont exacts. Il me disait, mon fils, on assiste aux autoroutes de l'information ou aux inforoutes qui vont se développer. Il faut que l'Afrique gagne la bataille des contenus. Cela veut dire qu'il faut que nos jeunes produisent nos imaginaires et les mettre dans ces autoroutes de l'information, dans ces inforoutes, c'est-à-dire les luttes de lièvre, nos contes, nos légendes, nos devinettes, notre histoire, nos épopées. Il faut qu'on les mette dans le truc. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les nouvelles technologies. Et on a perdu presque la bataille des contenus. Parce qu'on n'a pas mis assez de contenu dans ce... Et à la place, ce qu'on voit, c'est des invectives. C'est le patrimoine, c'est la base, c'est l'histoire. Si vous regardez bien, comment il allait dire, au lieu que les penseurs prennent le dessus sur les politiques, ce sont les politiques qui ont pris le dessus sur les penseurs. Absolument. Et ont forcé ces derniers à venir faire la politique. Absolument. C'est pourquoi, si vous regardez bien, dans notre pays, si un penseur, par exemple, émet un avis, facilement on le taxe de partisan. Il prend position. Or, un penseur ne doit pas prendre position. Un penseur doit être un conciliateur. Un penseur doit être un éveilleur de conscience. Mais non pas un penseur vrai. Ne doit pas appartenir d'un parti ou d'un autre. Mais même s'il appartient à un parti ou à un autre, il doit garder son indépendance de pensée et de réflexion. Et là, nos politiques, nos politiciens ont empêché autant l'administration que les hommes de culture à émettre leur avis sur certaines questions, sous peine de se voir taxé d'opposants. Oui. Hors du choc des idées, jaillisse la lumière. Et à la réalisation, Abdourahmane Ngom, merci beaucoup. À la conception, le directeur Babacar John. Et votre dernier mot, David Brolé, parce que c'est une émission culturelle, certes, mais une émission plus de réflexion. Et nous nous réjouissons d'avoir sur le plateau le collectionneur d'art, homme de culture, également David Brollier, qui a émis des idées assez intéressantes, et l'écrivain qui secoue la réflexion même universelle, Mohamed Koulibaly, et qui a sorti son premier ouvrage extrêmement important que je conseille à tout le monde de lire ça. Cet ouvrage se trouve au siège de Magellan Éditions et aussi dans certaines librairies. La cité d'Atlantide est préfacée par Abdoulaye Diouf, expert judiciaire. David Brollier, votre dernier mot. Mon dernier mot, c'est que je sais pourquoi je suis venu au Sénégal. Cette discussion en est une preuve encore plus tonitruante. Ce qui m'intéresse, c'est les idées, ce qui m'intéresse, c'est les échanges, ce qui m'intéresse, c'est de m'enrichir intellectuellement, culturellement et d'apporter ma modeste contribution, mon vécu, et le partager ici, parce que la francophonie, c'est très important, j'y attache beaucoup d'importance. La culture, c'est essentiel, donc je sais que j'ai fait le bon choix en venant à Dakar, au Sénégal. Ok, merci David Brollier qui contribue à accompagner beaucoup d'artistes également, qui achète beaucoup d'œuvres et accompagne beaucoup d'artistes dans la réflexion, dans les conseils et qui fait voyager les œuvres d'artistes sénégalais dans des espaces de légitimation, dans les musées, et qui a fait don même d'une de ses œuvres au Musée des civilisations noires. Merci beaucoup. Et qui prépare la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar en mai 2024.
Mohamed Koulibaly, votre dernier mot? Mon dernier mot, d'abord, c'est de vous remercier de m'avoir invité et d'avoir partagé aussi le plateau avec vraiment cet homme dont les idées sont très enrichissantes, M. Olivier Brollier. David Brollier. David Brollier, excusez-moi. Et inviter les citoyens à adopter cette attitude de libre entreprise et de ne pas tout attendre de l'État. Et d'être tous des leaders pour accompagner nos nouveaux dirigeants qui ont déjà cette posture, cette façon de penser les choses. Et maintenant, d'inviter enfin les penseurs, les hommes de culture à proposer une vision, une solution pour conscientiser la masse, pour que la mission de nos hommes politiques actuels soit facilement réalisable.